Maintenant que les relations entre la Russie et l'Ukraine sont particulièrement tendues et que la Russie est un sujet tendance, je pense qu'il est temps de parler de la vie et de l'esprit de Joseph Staline, la terreur soviétique. L'un des dictateurs les plus impitoyables et sanguinaires de l'histoire, héritier d'un régime despotique. Son armée rouge a vaincu l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis à la Russie de s'étendre à l'étranger et de devenir une superpuissance, faisant régner la terreur et une main de fer dans d'autres pays d'Europe orientale. Au moins 20 millions de soviétiques ont perdu la vie sous ce régime qui a duré près de 3 décennies, jusqu'à la mort de Staline. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les origines et l'œuvre de cet homme, dont le nom continue de susciter la controverse, même après sa mort et après la chute de l'URSS. Selon le calendrier grégorien, Staline est né le 6 décembre 1878, mais Staline a inventé une nouvelle date de naissance, le 21 décembre 1870, et c'est celle que le peuple soviétique a célébrée pendant des années. Il a fait la même chose avec son nom de famille paternel, qu'il a changé pour le mythique Staline, qui en russe signifie « fait d'acier ». Serait-ce la véritable origine d'Iron Man ? De son vrai nom, Yossif Vissarionovitch Djougashvili, à Gori, un petit village situé dans l'actuelle Géorgie. Il était le troisième et seul fils survivant d'un cordonnier. Lorsqu'il était très jeune, sa mère et lui ont fui leur père, un homme alcoolique et violent, qui ne manquait jamais une occasion de les battre. Pendant de nombreuses années, lui et sa mère ont vécu dans différentes villes, dans une grande pauvreté. Le plus grand rêve de sa mère était que le petit Yossif devienne prêtre. Aussi travaillait-elle sans relâche pour réunir l'argent nécessaire pour envoyer son fils au séminaire. Staline est un enfant timide et renfermé. On dit bien qu'il faut se méfier des enfants calmes. Bien que très intelligent et dévoué à l'école, en fait il est diplômé à l'âge de 16 ans du lycée. Il est parmi les meilleurs de sa génération. Il semble que rien ne s'opposera à sa carrière ecclésiastique, jusqu'à ce que les idées de Marx lui viennent. Staline a déclaré que son réveil politique a eu lieu en 1896, après la tragédie de Jodinka, un épisode d'hystérie collective, où les célébrations du couronnement du tsar Nicolas II ont provoqué une bousculade humaine, où plus de 1300 personnes sont mortes et de nombreux autres ont été blessés. À partir de là, Staline a commencé à perdre la foi en Dieu et à remettre en question le gouvernement tsariste. Bien qu'il n'ait pas quitté l'école, il a rejoint des groupes d'études opposés au gouvernement. Tous ses camarades de classe ont embrassé des idées marxistes et socialistes et les a rapidement adoptées également. Après avoir quitté le séminaire, Yossif a commencé à collaborer avec le Parti social-démocrate du travail. Au début du XXe siècle, Staline a participé à différentes révoltes et grèves contre le tsar et l'Empire. À différentes occasions, il était emprisonné et envoyé en exil en Sibérie. Mais à la fin, ses camarades du parti les ont toujours sauvés. À cette époque, sa tâche consistait à collecter de l'argent pour le parti par le biais de vols, d'enlèvements et d'extorsions. S'agissait-il d'un parti ou d'un cartel de la drogue mexicain ? Lorsque la révolution a commencé, Staline a été emprisonné dans une petite ville loin de Moscou. En 1922, Lénine avait confiance dans le pouvoir et la capacité politique de Staline. Il a donc nommé secrétaire général du parti. À partir de ce moment, Staline était l'homme le plus puissant de l'URSS. Seulement après Lénine, bien sûr. À partir de cette forme commença une partie d'échecs dont l'objectif principal était de s'emparer du pouvoir absolu. En tant que secrétaire du parti, il a placé des alliés à des postes stratégiques du parti, ce qui lui a permis d'arracher progressivement le pouvoir à nul autre que Lénine lui-même, qui avait sûrement déjà vu le problème que posait la présence de Staline à un tel niveau de pouvoir, car apparemment, dans son testament, il a dit qu'il devait être remplacé. À la mort de Lénine en 1924, Staline a finalement éliminé tous ses rivaux, prenant le contrôle absolu du parti communiste, par l'intimidation et l'extorsion, devenant ainsi le dictateur de facto de l'Union soviétique. Si nous sommes honnêtes, depuis le vivant de Lénine, la conception de l'URSS devait être une dictature, et pas n'importe quelle dictature, mais l'une des plus sanglantes. Ce que Staline a fait lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est de perfectionner cette machine qui avait déjà commencé à se nourrir de terreur et de sang. Bien qu'en apparence Staline soit l'héritier légitime, il n'a pu accéder au pouvoir qu'après s'être débarrassé de certains ennemis et opposants politiques tels que Trotsky, qui a dû fuir au Mexique. C'est peut-être pour cette raison qu'il ressentait le besoin de détruire tout soupçon d'opposition qu'il pourrait suggérer, tant au sein du parti que dans la société, car il risquait de perdre cette position qui ne lui correspondait pas du tout.
L'objectif de Staline était le contrôle de toute l'économie par l'État. L'une des activités qui a été le plus touchée en premier était l'agronomie, car Staline a ordonné de prendre le contrôle de toutes les terres et de se méfier de tous ceux qui refusaient de donner leurs terres à l'État car ils étaient fusillés ou envoyés en exil. Au final, cette pratique a provoqué une famine généralisée qui a fini par tuer des millions de Russes. Pour changer des autres dictateurs, Staline a instauré un culte à sa personne. Comme vous l'aurez compris, tous ces dictateurs sortent du même moule. Staline régnait sans pitié, éliminant tout être humain qui le contrariait et s'opposait aux lois. Le gouvernement contrôlait tous les médias, les Russes n'avaient aucune information autre que celle du parti. Il commença par une purge pour éliminer les opposants, qui ressemblait plus à une chasse aux sorcières car il donna des pouvoirs spéciaux à la police appelée Shekei et motiva les citoyens à s'espionner les uns les autres, à informer sur tout suspect. Dans les années 1930, il a mis en place la Grande Purge, une série de stratégies visant à nettoyer le parti communiste, l'armée et d'autres sphères de la vie publique de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa politique. La tension entre la Russie et l'Ukraine n'est pas nouvelle. En effet, sous le règne de Staline, l'Ukraine a connu l'une de ses pires périodes, avec une famine et des répressions telles qu'il semblait que Staline s'était fixé pour objectif d'anéantir la population ukrainienne. Les habitants se souviennent de ces années comme le Holodomor, qui combine le mot holod, famine, et mort, extermination. Tout a commencé avec la collectivisation des campagnes en 1930. Le Kremlin oblige les paysans à livrer tout le blé pour l'exportation. Ils ont pris les graines si vite qu'ils n'ont pas laissé assez de temps pour qu'elles germent, ni de graines pour replanter. En bon autoritaire, il ordonna de tuer quiconque s'opposait à la livraison du blé. Bien sûr, la population poussée à l'extrême commença à voler le blé. Beaucoup furent emprisonnés, mais lorsque les prisons furent remplies, la plupart furent condamnés à mort pour travailler dans les goulags en Sibérie. Le résultat de ces politiques a été la mort de 5000 personnes, du moins c'est ce qui est enregistré. Malgré cela, la Russie avait toujours besoin des Ukrainiens, puisque l'Ukraine lui fournissait 60% du blé, 80% du charbon et 100% du fer nécessaire au reste de l'URSS. On dit que les grands esprits se ressemblent et malheureusement les esprits malades aussi, car Hitler n'est pas le seul à avoir développé des camps de torture déguisés en camps de travail. Staline a mis en place une série de camps de travail collectifs, appelés Goulag, où environ 2 millions de personnes sont mortes et 10 millions d'autres ont été internées. Au fur et à mesure que Staline vieillit, il devient de plus en plus paranoïaque. Certains appellent ça le karma. Il croit que les médecins essaient de le tuer ainsi que les politiciens de haut rang. Il commence donc une persécution qui sera connue sous le nom de conspiration des médecins. Finalement, Staline meurt d'une hémorragie cérébrale le 5 mars 1953 à l'âge de 75 ans. Son corps est placé dans une tombe à côté de celle de Lénine à Moscou, ce qui lui permet de continuer à fâcher Lénine dans l'au-delà. Staline ne connaissait pas le mot compassion. Au cours de ces dernières années, le pouvoir a eu raison de lui. Il voyait des conspirations chez tout le monde, même chez les plus fidèles des bolcheviks. Il avait peut-être raison car on dit que sur son lit de mort, personne n'a appelé de médecin, ou du moins pas avant plusieurs heures, comme s'ils attendaient la mort du leader. Avec Staline, il y a 3 leaders communistes qui ont attaqué leur propre peuple. Mais le problème principal est qu'ils sont arrivés au pouvoir sans aucune sorte de contrepoids, ce qui leur a fait croire qu'ils pouvaient disposer des vies humaines sans aucune conséquence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et retrouvez-moi tous les jours dans les réels pour apprendre de nouvelles choses sur différents sujets.